Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager un article de la Quadrature du Net qui parle de la protection des données privées et notamment de l'application de la loi dans notre pays, en France, et qui nous montre qu'encore une fois, nous ne sommes que dans une démocratie de façade et que nous n'avons pas grand-chose finalement à envier aux Chinois ou aux Russes. Allez, on enchaîne direct. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce sujet-là et je ne vais pas m'arrêter parce que c'est extrêmement grave. Moi, je trouve que c'est très grave, donc il faut que les gens soient au courant, que tout le monde soit au courant de ça. Je vous invite fortement à aller suivre la Quadrature du Net, qui a toujours des articles toujours très intéressants avec de véritables personnes du milieu de technique, des juristes, etc. C'est toujours bien fait. Donc c'est vraiment intéressant, je vous y invite vraiment. Donc, le smartphone, le mouvement contre la réforme des retraites qui n'en finit pas de ne pas finir, s'est heurté au maintien de l'ordre à la française. Violences policières et placements massifs de personnes en garde à vue ont suscité les inquiétudes du Conseil de l'ordre du barreau de Paris, de la défenseur des droits, et ont entraîné le dépôt d'une centaine de plaintes par un collectif d'avocats parisiens, sans parler des inquiétudes internationales quant au respect du droit de manifester en France. Je ne lis pas l'écriture inclusive, je ne vais pas la faire à l'oral. Un nombre croissant de personnes font l'expérience de la garde à vue et de son corollaire, la collecte massive d'un certain nombre de données personnelles. Code de téléphone, ADN, photographie et empreintes. Un passage en garde à vue laisse des traces difficiles à effacer. Alors que le ministère de l'Intérieur compte investir dans des capteurs nomades biométriques qui permettront, en vue des JO 2024, le relevé de photos et d'empreintes en bord de route, nous revenons dans une série d'articles sur le fichage galopant en France, son cadre juridique et les pratiques policières en la matière qui se développent parfois en toute illégalité. Cet article, le premier de la série, revient sur les données collectées en garde à vue par la police sur nos téléphones portables. Non, rien. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours, je ne sais pas quand je vais publier celle-là, donc je vous dis il y a quelques jours, sur le 1er mai. Effectivement, on a vu que les gardes à vue pleuvent, que les forces de l'ordre continuent à arrêter des gens pour rien, qui vont libérer derrière simplement pour les faire taire. Mais derrière, par contre, c'est pas pour rien, c'est qu'ils récupèrent énormément d'informations. Et vous allez en voir le détail, ça fait froid dans le dos. Les témoignages de personnes placées en garde à vue relatent que, quasi systématiquement, la police exige la divulgation du code de déverrouillage de téléphone, sous peine d'être sanctionnée ou de se voir confisquer son appareil. Pourtant, ce n'est pas ce que prévoit la loi, qui a connu plusieurs interprétations et est le plus souvent instrumentalisée pour faire pression sur les personnes arrêtées. Les dispositions légales qui entourent la demande du code de déverrouillage d'un téléphone proviennent initialement de lois assez anciennes adoptées dans la foulée des 11 septembre 2001 et prévues principalement dans le cadre de l'antiterrorisme. Je fais une petite parenthèse, c'est toujours les mêmes prétextes. Alors, ils vont utiliser la peur du terrorisme, la peur de la violence, tous les problèmes sur les enfants, sur les mineurs, etc. Je parle de ils, tous nos politiques, quand ils vont faire des lois, c'est eux que je pointe en disant ils. Donc, ils vont toujours utiliser ces pathos-là, que ce soit l'émotion parce qu'on est super triste, parce que tu comprends, c'est un scandale qu'une personne âgée, un enfant ou autre, ait à subir ce qu'il a subi, vrai ou pas, d'ailleurs. Et le deuxième truc, c'est jouer sur la peur des gens, terrorisme, tout ça. À chaque fois qu'il y a un incident de ce type, on en profite pour supprimer des libertés. Ça fait à peu près 30 ans que je vois nos libertés se réduire progressivement. Hein. Continuons. À l'origine, ce texte avait pour esprit de pénaliser le fait de ne pas remettre le mot de passe d'un appareil susceptible d'avoir facilité la commission d'un crime ou un délit. On est loin du cas lors des gardes à vue pour des manifestants. Hein. On est alors dans les années 2000 et on parle de conventions secrètes de déchiffrement et de moyens de cryptologie. Le texte prévoit aussi une peine alourdie si la remise de cette clé aurait pu permettre d'éviter la commission du dit délit. Un petit air de Jack Bauer dans 24 heures chrono, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour récupérer les informations qui permettraient d'éviter un drame. La garde des Sceaux de l'époque précisait d'ailleurs
que ce dispositif s'inscrivait dans la lutte contre l'usage frauduleux de moyens de cryptologie qui interviennent dans la commission d'infractions particulièrement graves liées, on l'a vu, à des actes de terrorisme ou de grande criminalité. Ah oui, pour nos politiques actuels, hein, Darmanin, Macron, qui dépassent la borne, il est bon, hein. Du coup, on est tout le temps dans de la grande criminalité à partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux. Alors que ces dispositions légales n'étaient quasiment pas mobilisées par les procureurs, elles sont remises au goût du jour en 2016 par la loi qui succède aux attentats de novembre 2015 en France et renforce la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Loi numéro 2016-731 du 3 juin 2016. C'est cette loi qui permet aujourd'hui à un officier de police judiciaire de solliciter le code de déverrouillage d'un téléphone lors d'une garde à vue. Elle pénalise donc le refus de remettre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie lorsque un appareil est susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Article 434-15-2 du Code pénal. La loi de 2016 ne fait en réalité qu'aggraver la peine pour non remise d'une convention de chiffrement, mais ne se prononce pas sur le périmètre des délits concernés. C'est d'ailleurs bien ce qui a permis au parquet de détourner ce dispositif, présenté au départ pour la lutte contre le terrorisme, et de l'utiliser dans tout un tas de situations. En pratique, l'existence d'un simple groupement en vue de la préparation d'un délit, infraction introduite en 2010, punie d'1 an de prison, est très fréquemment utilisée pour justifier l'arrestation des manifestants, suffit désormais à ce que la police puisse demander à accéder au téléphone en garde à vue. Je fais encore une petite parenthèse là. 2010, on est sous le règne de Sarko, donc déjà qui prévoit ce texte-là, donc depuis 2001. En 2001, on était encore sous Chirac. Et que donc il commence les premières lois terroristes, machin. Sarko, il va remettre une couche, hein, avec viens, je t'attends, descends, etc. Et le casse-toi pauvre con. On se souvient de ce grand homme qui était Sarkozy. Pardon, je parlais pas de taille ni d'envergure. Hein. Bref. 2015-2016, là, on est sous Hollande. Hein. Et donc Hollande avec Valls, souvenez-vous à l'intérieur, qui nous a encore durci la loi. C'était un mec de gauche. Hein. Ah. Pardon, c'était un socialiste. Non, il n'était pas de gauche, Hollande. Certainement pas de gauche. Bref. Et donc maintenant, il se goinfre. Comprenez, quand je dis souvent que des lois qui paraissent anodines à un moment donné, mais qui sont liberticides, et quand elles vont être ensuite utilisées par d'autres personnes qui vont être beaucoup plus dures, ça va poser de vrais problèmes. On y est totalement. Alors... Continuons. Ainsi, suivant un schéma désormais tristement connu, le champ des procédures d'exception, justifiées par la lutte contre le terrorisme, s'élargit et finit par concerner une grande partie de la population. On se souvient ainsi de la loi SILT de 2017, qui était venue intégrer certaines dispositions de l'état d'urgence dans la loi antiterroriste, perquisition administrative, mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, MICAS, fermeture des lieux de culte, instauration des périmètres de protection. Mais l'atteinte aux droits et libertés fondamentales inhérentes à l'antiterrorisme a vite fait de s'étendre à d'autres situations. C'est sur cette notion de périmètre de protection que se basent actuellement de nombreux arrêtés préfectoraux pour interdire les manifestations à l'occasion de la visite d'un ministre ou d'un président. Et oui, alors en 2017, moi j'avais déjà bien gueulé. J'avais déjà essayé d'alerter que cette loi-là était un vrai problème. J'avais saisi la députée à l'REM de ma circonscription à l'époque pour lui dire que ce n'était pas acceptable de faire rentrer certaines parties de la loi d'une loi d'urgence, d'un état d'urgence dans la loi organique. Mais bon, hein, je ne suis qu'un gauchiste décérébré qui a envie de faire la révolution. Hein. Bref. Donc, actuellement, on voit les conséquences de tous ces totalitaires, en fait, hein. Moi, je continue à le penser, de tous ces gens qui sont des antidémocrates, qui se disent démocrates mais qui ne le sont pas. Et on voit actuellement les conséquences de ces lois environ 6 ans plus tard et même 10 ans plus tard. L'état actuel de la loi aboutit donc à ce que presque n'importe qui, retenu en garde à vue, puisse se voir demander le code de son téléphone dès lors qu'existe le soupçon d'un lien potentiel entre cet appareil et une éventuelle commission d'infraction.
Et si la personne refuse, elle commet une nouvelle infraction qui permet de la poursuivre indépendamment des premiers faits délictueux qui lui étaient reprochés. Eh ouais. Vous voyez le fait de ne pas gueuler, en fait, de ne pas aller manifester, de ne pas contrer ce type de loi liberticide qui nous passe régulièrement, les conséquences que ça peut avoir. Et croyez-moi que les conséquences que vont avoir les lois qui nous ont passées en début d'année, là, actuellement, sur le filtrage, l'accès aux sites porno, l'accès aux réseaux sociaux pour les mineurs, pour ces deux cas-là, la vidéosurveillance algorithmique qu'ils ont votée dans la loi de JO 2024, et ce qu'ils sont en train d'essayer de prévoir, encore une fois, la Borne, elle a essayé, elle en a commencé à en parler justement, où ils veulent interdire des gens d'accéder à des réseaux 6 mois ou un an. Enfin, on est dans des lois qui vont avoir des conséquences extrêmement graves dans le futur. Et je ne cesse de le dire, en fait. Je suis vraiment triste et étonné que beaucoup de gens ne prennent pas conscience du danger qu'elle représente. Une jurisprudence défavorable. Ces différents textes ont donné lieu à plusieurs interprétations par les juges, mais la jurisprudence n'a pas davantage protégé les droits des personnes et certaines décisions ont, au contraire, donné un nouveau tour de vis sécuritaire à la possibilité d'accéder au contenu des téléphones. En 2018, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et la Quadrature était intervenue au soutien dans cette affaire. Nous avions défendu la nécessaire censure de cette obligation de livrer les clés de chiffrement, au motif notamment que cette mesure est attentatoire au droit fondamental de chacun à ne pas s'auto-incriminer et au droit à la vie privée. Mais ils s'en battent les flancs, en fait, de la vie privée et des droits des gens, nos politiques. Ce qu'ils veulent, encore une fois, c'est leur pouvoir et leur domination, c'est tout. Ils utilisent tous les systèmes possibles. En vain, puisque le Conseil constitutionnel a considéré que le droit au silence et le droit de ne pas s'auto-incriminer n'entraient pas en contradiction avec la pénalisation du refus de communiquer son code. Le tour de passe-passe du Conseil constitutionnel consistait à dire que le droit à ne pas s'auto-incriminer ne pouvait pas être atteint puisque les données étaient déjà entre les mains de la police au moment où la convention secrète de chiffrement est exigée, même si la police ne détenait qu'une forme illisible car chiffrée des données. Je fais encore une digression. Actuellement, la police, en tout cas certains services d'enquête de la police, ont les moyens de casser quasiment toutes les clés de chiffrement actuelles existantes. Ils mettent un peu de temps, mais même les plus robustes, ils y arrivent. Voilà. Quant à la définition de l'autorité judiciaire censée requérir la remise du code, la Cour de cassation a décidé en mars 2021 qu'un simple officier de police judiciaire était habilité, sous le contrôle du procureur, à le faire. Ce sont les OPJ qui mènent les gardes à vue en relation avec le procureur et sous son autorité. Leur qualité est notamment visible sur les procès-verbaux des différents actes de la procédure. Concernant le code de téléphone, une simple réquisition de l'OPJ semble donc suffire d'après la Cour de cassation. Cette même Cour avait par contre estimé que le juge aurait dû vérifier que le téléphone du prévenu était bien équipé d'un moyen de cryptologie. Je vous rappelle aussi que les préfets, ce sont des politiques, ils sont nommés par le gouvernement actuel et ils changent quasiment toujours à chaque réélection, en tout cas si le gouvernement change. Quant au procureur, son job, c'est pas de défendre des gens, hein, c'est de chercher qui sont coupables et de les sanctionner. Hein. Donc en clair, on a donné tous les moyens aux limiers de retrouver leur gibier, sans aucun moyen d'y résister, puisque la loi nous bloque à tous les niveaux. Un flou subsistait également quant à l'interprétation retenue par les tribunaux de ce qui constitue une convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie. Le code de déverrouillage d'un téléphone est-il réellement concerné par ces dispositions ? En effet, techniquement, le code de téléphone n'opère pas une mise en clair des données qui seraient chiffrées au préalable, mais permet juste un accès au téléphone et à son contenu, qui peut n'avoir jamais été chiffré. Saisie de cette question, la Cour de cassation a rendu le 7 novembre 2022 une décision clairement défavorable en considérant qu'une convention de déchiffrement s'entend de tout moyen logiciel ou toute autre information permettant la mise au clair d'une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l'occasion de son stockage ou de sa transmission. Cette conception extensive empiète nécessairement sur le droit des personnes à la protection de leurs données personnelles. Plusieurs cas de figure n'ont à notre connaissance pas encore été tranchés,
Qu'en est-il d'un oubli de code dans les conditions stressantes de la garde à vue ou d'une défaillance du système d'exploitation? Donc, encore un petit mot là-dessus. Ça ne fait que renforcer en fait ce que je pense, encore une fois, sur nos politiques et sur le système qui est derrière. La démocratie française n'est qu'une démocratie de façade, dans la mesure où vous ne pouvez absolument rien cacher à votre État. Ils ont beau faire dire, notamment le Gérald Darmanin, là, qui prétend qu'il contre l'ultra-gauche. Excuse-moi, Gérald, mais l'ultra-gauche, entre autres, c'était le communisme. Et le communisme, c'est l'esprit de ruche. C'est le principe, c'est que l'État est souverain et supérieur à tous les niveaux, à tous les individus qui le composent. Les individus n'existent plus dans le communisme. Pourtant, votre gouvernement se goinfre bien avec ce principe, avec ces principes légaux-là, puisque ces lois ont été votées avant et qu'elles sont mises en application de plus en plus dures. Hein? Ils sont démocrates, soi-disant. Un espoir au niveau européen? N'y croyons pas. La Cour de justice de l'Union européenne est actuellement saisie d'une affaire concernant l'accès au téléphone d'une personne placée en garde à vue. Cette affaire concerne une tentative d'exploitation d'un téléphone sans l'accord de son détenteur. La CJUE, Cour de justice européenne, c'est ça? Ok. Doit donc dire si l'atteinte au droit de la vie privée et à la protection des données personnelles, droits fondamentaux respectivement protégés dans les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est proportionnelle à l'objectif suivi. Malheureusement, l'avocat général, magistrat chargé de proposer à la Cour une décision, a estimé qu'un tel accès du téléphone devait être relativement large et ne devait pas être restreint aux faits de criminalité grave. La CJUE n'est pas obligée de suivre les conclusions de son avocat général, mais si elle le faisait, elle mettrait gravement à mal les droits fondamentaux, en autorisant l'exploitation des téléphones, peu importe la gravité des faits reprochés. Pire, l'avocat général montre une certaine naïveté lorsqu'il se contente de renvoyer à un contrôle au cas par cas de la nécessité d'exploiter un téléphone. On sait très bien que ces mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas, par exemple en matière de vidéosurveillance, où les préfets sont censés en théorie contrôler les autorisations alors qu'en pratique leur déploiement est massif. Au passage, la vidéosurveillance était censée être interdite en France depuis des années, et ça fait plein d'années qu'il y a des mairies qui soi-disant sont dans des procédures de test. Toutes les grandes villes en fait en France. Cette affaire est pourtant l'occasion pour la CJUE, en s'inspirant de sa jurisprudence sur les données de connexion, de poser un cadre exigeant en limitant au strict nécessaire l'accès à des données qui, étant donné le rôle d'un téléphone aujourd'hui, devient presque un avatar numérique, révèle nécessairement l'intimité des personnes. Gageons qu'elle ne suivra pas son avocat général et qu'elle ne cédera pas aux appels des États membres à donner plus de pouvoir à la police. Alors ça, j'en doute très très fortement. Si l'UE nous protégeait, ça se saurait. En pratique, atteinte à la vie privée et confiscation, sanction à Paris. En attendant, côté manifestant, le code de déverrouillage du téléphone est quasi systématiquement demandé lors des gaves. Il n'est pas rare que les OPJ brandissent la menace d'une mise sous scellé de l'appareil pour une tentative d'exploitation qui mettra des mois ou n'aboutira jamais. En pratique, de nombreux commissariats se sont vus dotés de ces dernières années de dispositifs d'aspiration des données d'un téléphone. Cellebrite, société informatique israélienne, a ainsi commercialisé des UFED pour Universal Forensic Extraction Device. Ouais, j'ai un accent anglais terrible. Ou kiosque. Petit dispositif qui se branche par USB sur un téléphone pour en copier le contenu. Cellebrite annonce que leur technologie est capable de contourner le chiffrement d'un téléphone. En pratique, on est bien loin du compte de ces kiosques qui semblent surtout utiles pour copier les données auxquelles le ou la propriétaire du téléphone a donné accès. Ainsi, lorsqu'une personne déverrouille son téléphone, seront utilisées pour la procédure toutes les informations que les policiers pourront trouver. Messages dans des applications de messagerie, type Signal, Telegram, WhatsApp, Messenger, photos, vidéos, identifiants et contenu des réseaux sociaux, messages SMS, etc. Et la liste n'est pas exhaustive. Des photos et des extraits de conversations pourront alimenter un profil à charge, motiver des peines d'interdiction de manifester ou ouvrir la voie à des poursuites pour d'autres faits. On est déjà bien loin de l'enquête sur des faits de préparation ou de facilitation d'un délit grâce à un téléphone tel que le prévoit la loi. En effet, alors que l'exploitation d'un téléphone n'est en théorie que possible
que lorsqu'un faisceau d'indices montre qu'il aurait servi à commettre une infraction, en pratique, cette condition n'est pas réellement respectée dans les commissariats. La présomption est généralisée et toute personne en garde à vue verra son téléphone exploité sans aucun indice ne démontre qu'il aurait servi à préparer ou commettre un délit. Colline Bouillon, avocate au barreau de Créteil, avait participé au dépôt de plainte collectif pour garde à vue arbitraire, nous a confirmé cette pratique. Le recours à ce procédé hautement intrusif est devenu monnaie courante, et c'est même dans les cas où l'infraction poursuivie ne peut être établie par le contenu d'un téléphone. Bien souvent, les services de police font face à des dossiers vides qu'ils essaient de nourrir par l'exploitation du téléphone de la personne gardée à vue. Elle pointe aussi l'objectif de renseignement inhérent à la demande de consultation du téléphone. Cette infraction sert autant à condamner des militants qu'à nourrir les fichiers de la police. Les contacts contenus dans les téléphones pourraient ainsi servir à tracer les arborescences d'un milieu militant, le graphe social, toujours intéressante pour le renseignement. Dans le paysage français, le parquet de Paris semble particulièrement zélé. Actuellement, en cas de refus de communiquer les codes, 2 procédures sont utilisées aux fins de confiscation des appareils, le classement pénal sous condition et l'avertissement pénal probatoire, le cousin éloigné du défunt rappel à la loi, par lesquels il est demandé aux personnes de se dessaisir de leur téléphone au profit de l'État. Mais bien sûr. Jusqu'à l'absurde, puisqu'un manifestant a récemment reçu un avertissement pénal probatoire pour avoir refusé de donner le code d'un téléphone qu'il ne possédait pas. Le procureur peut également demander à l'audience la confiscation du téléphone en cas de refus de communication du code de déverrouillage. Voir ce compte rendu d'audience du procès de Camille Libraire. Autant de confiscations à la limite du droit, à Paris, plusieurs personnes se sont par exemple vues saisir leur téléphone professionnel dans le cadre d'arrestations arbitraires. Colline Bouillon alerte sur ces confiscations sanctions quasi systématiques et souligne le fait que la justice décide parfois de poursuivre des personnes uniquement pour le refus de donner son code de téléphone, alors même que l'infraction initiale qui a justifié le placement en garde à vue est tombée. Nous avons également recueilli le témoignage d'un manifestant qui, à l'occasion d'un piquet de grève des boueurs à Aubervilliers le 31 mars dernier, a été obligé, de même que toutes les personnes présentes, à donner aux policiers non seulement son identité, mais également accès à son téléphone portable pour que les fonctionnaires récupèrent le numéro IMEI, donc l'identifiant physique du téléphone. Ces pratiques, hors tout cadre légal, suscitent de nombreuses questions. Les données prélevées sont-elles stockées quelque part? Quel fichier contribue-t-elle à enrichir? Qui y a accès? En 2019 déjà, Le Monde avait documenté une pratique similaire à l'occasion des mouvements des Gilets jaunes, cette fois-ci par la prise de photos des cartes d'identité des manifestants. Ces pratiques sont le reflet d'une politique pénale du parquet, pour le moins agressive à l'encontre des personnes gardées à vue. À la privation de liberté qui s'apparente déjà à une sanction, s'ajoute la confiscation du téléphone. Il s'agit clairement d'un dévoiement des textes existants qui s'inscrit dans une politique générale plus large, à la fois de collecte de renseignements, mais aussi de dissuasion des manifestants. Cet état des lieux des pratiques policières et de la protection peu cohérente qui a été accordée par la jurisprudence n'est guère réjouissant. Face à ces pratiques abusives, la meilleure protection des données à ce jour, encore, semble de ne pas emmener son téléphone en manifestation. Des brochures et guides fleurissent également pour protéger au mieux ces données et informations en contexte militant. Et la Legal Team de Paris avait par exemple en mai 2021 publié un article conséquent à ce sujet et proposé des conseils toujours pertinents. Enfin, certaines applications comme Wasted ou Duress permettent de configurer son téléphone pour effectuer un effacement de données en urgence, en activant une appli factice, en tapant un code spécifique ou simplement en réaction à la connexion d'un câble USB au téléphone alors qu'il est verrouillé. Quoi qu'il en soit, la lutte pour la protection des données n'est pas terminée et le refus de dévoiler son code de téléphone est un choix qui se plaide dans les tribunaux. Bon, c'est grave, hein ? C'est très très grave et ça va pas s'arrêter en fait tant qu'on bougera pas. Voilà. Donc si vous allez en manifestation, prenez pas votre téléphone ou alors prenez un téléphone pas cher avec une carte prépayée et comme ça vous êtes tranquille. Hein. N'oubliez pas quand même de chiffrer vos téléphones, chiffrer toutes vos données, de faire hyper attention à vos mots de passe. Soyez très prudents parce qu'il y a la police, mais il y a aussi tous les problèmes de piratage, tout le phishing, etc. Soyez réellement prudents. Allez, j'ai été bien assez long dans cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour un autre sujet.